L'appel est arrivé un mercredi matin pluvieux, pendant que je préparais le petit déjeuner. Ma femme a attrapé son portable avec cette touche théâtrale qui la caractérisait, et de l'autre côté de la cuisine, j'ai pu entendre la voix de sa tante à travers le haut-parleur. Sa grand-mère était décédée et lui avait tout légué, l'intégralité de sa fortune. On parle d'une somme d'argent considérable, suffisante pour changer complètement la vie de quelqu'un. Au début, j'étais sincèrement heureux pour elle. Je veux dire, perdre un être cher n'est jamais facile, mais savoir que sa grand-mère voulait assurer son avenir avait quelque chose de touchant. Je me suis approché et j'ai serré son épaule alors qu'elle était encore au téléphone, pensant que nous allions traverser cela ensemble, comme le font les couples mariés. Mais dès l'instant où elle a raccroché, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas du chagrin, pas de la gratitude, quelque chose de tout à fait différent. « Tu te rends compte ?» a-t-elle dit, mais son ton n'était pas excité. Il était presque calculateur. Toutes ces années où elle me disait d'être pragmatique, de garder les pieds sur terre. Il s'avère qu'elle attendait ça depuis tout ce temps. J'ai hoché la tête, essayant toujours de déchiffrer son humeur. C'est incroyable, chérie. Elle devait vraiment t'aimer pour tout te laisser. Elle m'a alors regardé, et pour la première fois de notre mariage, j'ai senti qu'elle me voyait différemment. Non pas comme son mari, mais comme... Quoi? Un obstacle? Un fardeau? Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? A-t-elle continué, se dirigeant vers la fenêtre et regardant la pluie. Je n'ai plus à me soucier de rien. Fini les budgets. Fini les compromis sur les choses que je veux. La façon dont elle a dit « compromis » m'a heurté. Nous n'étions pas riches, certes, mais nous vivions confortablement. Je travaillais des heures raisonnables dans un emploi qui payait les factures, couvrait notre hypothèque, mettait de la nourriture sur la table. Nous prenions des vacances, sortions dîner, menions une vie normale de classe moyenne. De quel compromis parlait-elle? Au cours des jours suivants, les appels avec les avocats et les conseillers financiers ont commencé. J'ai essayé d'être un soutien, j'ai même proposé de l'aider à organiser la paperasse, mais elle m'a repoussé. Je peux gérer ça toute seule, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si c'était compliqué. Soit. C'était son héritage, l'argent de sa famille. Je respectais cela, mais ensuite les commentaires ont commencé, de petites choses au début. Elle regardait notre salon et faisait de petites observations, ces meubles sont si basiques. Elle parcourait nos services de streaming en soupirant, on pourrait s'offrir tellement mieux maintenant. Maintenant. Comme si notre vie d'avant était une sorte de peine de prison dont elle venait d'être libérée. Le véritable réveil a eu lieu environ 2 semaines plus tard. Nous dînions avec un autre couple, des amis que nous connaissions depuis des années. La conversation a naturellement tourné autour de son héritage. Difficile de garder ce genre de nouvelles secrètes dans un petit cercle social. Ça doit être un tel soulagement, a dit notre ami, en s'adressant à nous deux. La sécurité financière est un vrai cadeau. Ma femme a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Oh, ça change définitivement votre perspective sur les choses. Sur les gens. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant cette dernière partie. Que veux-tu dire? A demandé notre ami, sentant probablement la tension étrange que je ressentais. Eh bien, a dit ma femme en posant son verre de vin avec une précision délibérée. Quand vous n'avez plus à dépendre du revenu de quelqu'un d'autre, vous commencez à voir les relations plus clairement. Vous réalisez ce qui était une nécessité et ce qui était réellement un choix. J'ai senti mon estomac se nouer. La table est devenue silencieuse. Une nécessité? Ai-je demandé, en gardant ma voix égale malgré la chaleur qui montait dans ma poitrine. Elle a haussé les épaules comme si elle discutait de la météo. Je veux dire, soyons honnêtes. Combien de décisions dans notre mariage ont été prises parce que nous devions tenir compte de ton salaire? Où nous vivions, ce que nous pouvions nous permettre, comment nous passions nos week-ends. Maintenant, je peux enfin faire des choix basés sur ce que je veux, pas sur ce que nous pouvons nous permettre avec ta paix. Nos amis ont échangé des regards gênés. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, principalement pour éviter de dire quelque chose que je regretterais en public. Quand je suis revenu, la conversation avait dévié vers des sujets plus sûrs, mais le mal était fait. Ma femme venait essentiellement d'annoncer à nos amis que tout notre mariage n'avait été, pour sa part, qu'un arrangement économique. Le trajet de retour s'est fait en silence. Cette nuit-là, allongé dans le lit,
j'ai fixé le plafond en essayant de digérer ce qui venait de se passer. C'était la même femme qui me remerciait de faire des heures supplémentaires quand elle voulait quelque chose de spécial. La même personne qui disait se sentir en sécurité et aimée parce que je prenais soin de notre foyer. Maintenant, apparemment, tout cela n'était qu'une nécessité. J'ai pensé aux premières années de notre mariage. Comme elle semblait fière quand j'ai eu une promotion. Comme elle se vantait auprès de ses amis de mon éthique de travail. Comme elle disait se sentir chanceuse d'avoir un mari responsable et fiable. Une nécessité. C'est tout ce que ça avait été pour elle. L'argent de l'héritage est arrivé sur son compte 3 semaines plus tard. Le jour même, elle est allée faire du shopping. Pas les courses, pas des achats pratiques. Elle est rentrée avec des sacs de magasins où je ne l'avais jamais vue entrer auparavant. Des vêtements de créateurs avec des étiquettes de prix encore attachées qui m'ont fait halluciner. Ne me regarde pas comme ça, a-t-elle dit, remarquant mon expression. Je peux me le permettre maintenant. Je ne te regarde pas d'une manière particulière, ai-je répondu. Je suis juste curieux de cette soudaine frénésie d'achat. Elle a ri, mais ce n'était pas son rire habituel. Il était plus aigu, plus dédaigneux. Soudaine? Je veux ces choses depuis des années. Je ne pouvais simplement pas justifier de dépenser ton argent pour ça. Ton argent. Pas notre argent, pas l'argent de la famille. Mon argent. Ce soir-là, elle a essayé ses nouvelles tenues comme si nous étions de nouveau des adolescents. Mais quand elle s'est regardée dans le miroir, j'ai pu le voir dans ses yeux. Elle ne se pavanait pas pour moi. Elle se pavanait malgré moi. Comme si elle prouvait quelque chose, ce qu'elle pouvait faire maintenant qu'elle était libérée des contraintes de mon modeste revenu. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé en tournant dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Tu es magnifique, ai-je dit, parce que c'était le cas. Mais tu es toujours magnifique. Son sourire s'est légèrement estompé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que je reconnaisse son indépendance financière. Elle voulait que je reconnaisse qu'elle n'avait plus besoin de moi. Elle voulait que je comprenne que la dynamique de pouvoir dans notre mariage avait fondamentalement changé. Et je comprenais. Je comprenais parfaitement. La question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. La transformation s'est produite plus rapidement que je ne l'aurais cru possible. Moins d'un mois après avoir reçu l'argent, ma femme est devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle a échangé sa Honda fiable contre une BMW flambant neuve. Pas une berline pratique, mais une voiture de sport décapotable qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Quand je lui ai demandé si elle avait pensé aux coûts d'assurance, elle a simplement ri. Les coûts d'assurance? A-t-elle répété comme si je lui avais demandé le prix de l'air. C'est le genre de chose à laquelle je n'ai plus à penser. La maison a ensuite subi une rénovation complète. Décorateur d'intérieur professionnel, meubles sur mesure, œuvres d'art avec certificat d'authenticité. Je rentrais du travail pour trouver des inconnus en train de réorganiser tout notre espace de vie pendant que ma femme supervisait, un verre de vin à la main. « Tu n'adores pas ?» demandait-elle en désignant une peinture abstraite qui ressemblait à un éternuement sur une toile. C'est tellement plus sophistiqué que ce que nous avions avant. Ce que nous avions avant, c'était des meubles que nous avions choisis ensemble, des photos de nos voyages, des livres que nous avions tous les deux lus. Notre vie, en somme. Maintenant, ça ressemblait à une page de magazine pour des gens qui avaient plus d'argent que de personnalité. Mais le pire n'était pas les dépenses. C'était la façon dont elle a commencé à me traiter. Elle avait pris l'habitude d'organiser des dîners somptueux, invitant des gens que nous connaissions à peine, simplement parce qu'ils évoluaient dans les bons cercles sociaux. Je rentrais du travail pour trouver des traiteurs dans notre cuisine et ma femme habillée comme si elle se rendait à un gala. « Oh, te voilà » disait-elle quand j'entrais, mais son ton suggérait que je dérangeais plutôt que de rentrer dans ma propre maison. « Tu devrais peut-être prendre une douche et te changer. Les invités arrivent bientôt. » Les invités. Pas les amis, pas nos amis. Des gens qui comptaient maintenant qu'elle avait de l'argent. Pendant ces soirées, elle avait une façon de me présenter qui me donnait la chair de poule. Voici mon mari. Il travaille dans. Comment tu appelles ça déjà? La gestion de système. Comme si mon travail était un passe-temps pittoresque qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Un soir, un homme en costume cher m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, ma femme a sauté sur l'occasion.
Il a un de ses emplois stables et fiables. Très pratique, a-t-elle dit. Pratique. De la même manière que d'autres diraient contagieux. L'homme a hoché la tête poliment, puis a immédiatement ramené la conversation sur la nouvelle collection d'art de ma femme. Je me suis excusé tôt ce soir-là, prétextant que j'avais du travail le lendemain matin. Ma femme n'a même pas levé les yeux de sa conversation sur les vernissages et les ventes aux enchères caritatives. C'est devenu le schéma habituel. Elle planifiait ses événements sociaux sans me consulter, puis agissait comme si j'étais le problème quand je ne participais pas avec enthousiasme à des conversations sur les clubs nautiques et les dégustations de vin. « Tu es antisocial ?» m'a-t-elle dit après une soirée particulièrement gênante. Ces gens pourraient être de bonnes relations pour nous. Des relations pourquoi? Ai-je demandé. J'ai un travail. Nous avons des amis. Pourquoi exactement avons-nous besoin de relations? Elle m'a regardé comme si je venais de demander pourquoi nous avions besoin de la plomberie intérieure. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? C'est notre chance de nous élever dans le monde, de côtoyer des gens qui ont réussi au lieu d'eux. Elle a fait un geste vague en direction du quartier de nos anciens amis. Au lieu de quoi? Au lieu de se contenter de la médiocrité. Médiocre. C'est ce que notre vie avait été pour elle. Médiocre. La goutte d'eau a fait déborder le vase un samedi matin de fin novembre. Je préparais du café, impatient de passer un week-end tranquille, quand elle est entrée dans la cuisine, déjà habillée comme si elle allait à un événement important. Je déjeune avec des femmes du country club, a-t-elle annoncé en vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone. Elle discute des postes au conseil d'administration d'œuvres de charité. Ça a l'air sympa, ai-je dit, bien que je ne puisse m'empêcher de me demander quand elle avait rejoint un country club. Oui. Eh bien, ce sont le genre de personnes qui peuvent ouvrir des portes. De vraies portes, pas. Elle a fait une pause, me regardant préparer le café dans mes vêtements du week-end. Pas le genre de vie où le café du samedi matin à la maison est le point culminant de la semaine de quelqu'un. J'ai posé ma tasse avec précaution. Qu'est-ce qui ne va pas avec le café du samedi matin à la maison? Elle a soupiré. Le genre de soupir exagéré qui suggérait que j'étais délibérément obtus. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu te contentes de petites choses. Si tu ne veux pas plus de la vie. Je pensais que tu étais heureuse, ai-je dit doucement. Je le pensais aussi, a-t-elle répondu. Mais c'était avant de réaliser à quoi ressemblait vraiment le bonheur. Elle a attrapé son sac à main, a vérifié une dernière fois son apparence, puis s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine. Tu sais ce que j'ai réalisé hier? A-t-elle dit, sans vraiment poser de questions. J'ai passé des années à prendre des décisions basées sur ce que nous pouvions nous permettre ensemble. Où nous pouvions aller en vacances, quel genre de voiture nous pouvions avoir, si nous pouvions nous permettre de dîner dehors en semaine. J'ai constamment fait des compromis. Nous avons tous les deux fait des compromis, ai-je souligné. C'est ce que font les couples mariés. Elle a secoué la tête. Non, j'ai fait des compromis. Toi, tu vivais simplement selon tes moyens. Ce n'est pas pareil. Après son départ, je suis resté assis dans notre cuisine. Sa cuisine, apparemment. Et j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. C'était la même femme qui me surprenait avec des dîners faits maison juste pour le plaisir. La même personne qui disait que ses moments préférés étaient les dimanches matins tranquilles où nous n'avions nulle part où aller. Maintenant, ces moments étaient la preuve d'une vie petite et médiocre dont elle s'était lassée. La conversation que je redoutais a eu lieu le mardi suivant. Elle m'attendait quand je suis rentré du travail, assise dans le salon avec un verre de vin et un dossier en carton sur la table basse. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai tout de suite su ce qu'il y avait dans ce dossier. J'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, a-t-elle continué, sa voix stable et professionnelle. À ce que nous voulons tous les deux de la vie. Et je pense que nous voulons des choses très différentes maintenant. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout, attendant qu'elle dise ce que nous savions tous les deux qu'elle allait dire. Je pense que nous devrions divorcer. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Je n'étais pas vraiment surpris, mais les entendre à voix haute m'a quand même fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je vois, ai-je finalement dit. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je discute, que je me batte pour notre mariage, que je promette de changer ou de lui donner tout ce qu'elle pensait avoir besoin. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-elle poursuivi,
en ouvrant le dossier et en sortant des documents à l'aspect officiel. Je veux que ce soit juste et propre. Sans drame. Juste. Comme s'il y avait une manière juste de mettre fin à un mariage parce qu'une personne avait décidé que l'autre n'était plus assez bien. Les papiers sont tous là, a-t-elle dit en faisant glisser le dossier sur la table basse vers moi. Mon avocat a dit que tu devrais probablement prendre ton propre avocat pour tout examiner, mais honnêtement, c'est assez simple. J'ai pris le dossier et j'ai feuilleté les pages. Dissolution de mariage, partage des biens. Tout était très propre et officiel. Je garde la maison, a-t-elle dit d'un ton neutre. Évidemment. Et mon héritage est un bien propre, donc ça ne fait pas partie du règlement. Mais tu auras ta juste part de tout le reste. Ta juste part. Comme si elle me faisait une faveur. J'ai regardé les lignes de signature au bas de la dernière page. Sa signature y était déjà, confiante et décisive. Des questions ? A-t-elle demandé. J'avais 1 million de questions. Je voulais lui demander quand exactement j'étais devenu un poids mort dans sa vie. Je voulais lui demander si une partie de notre mariage avait été réelle pour elle, ou si tout n'avait été qu'une nécessité économique. Je voulais lui demander si elle m'avait déjà aimé, ou si elle avait simplement aimé la sécurité que je lui procurais. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo qu'elle avait laissé sur la table. Aucune question, ai-je dit. J'ai signé les papiers sans les lire attentivement. Je les ai signés sans appeler d'avocat. Je les ai signés sans négocier, ni discuter, ni essayer de la faire changer d'avis. Ses yeux se sont légèrement écarquillés alors que je finissais de signer. Je pense que mon acceptation calme l'a déstabilisée. C'est tout ? A-t-elle demandé. C'est tout, ai-je confirmé en lui renvoyant le dossier sur la table. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti vers ma voiture. Où vas-tu ? A-t-elle crié derrière moi. Dehors, ai-je dit sans me retourner. En m'éloignant, je pouvais la voir dans le rétroviseur, debout sur le pas de la porte de notre maison, me regardant partir. Elle avait l'air confuse, comme si elle s'attendait à une réaction différente. Mais quelle réaction voulait-elle ? Des larmes, des supplications, des promesses de devenir le genre d'homme que son nouvel argent exigeait ? J'en avais fini d'être la nécessité de quelqu'un, et j'en avais définitivement fini d'être la déception de quelqu'un. Je ne suis pas retourné à la maison cette nuit-là, ni la nuit suivante, ni celle d'après. J'ai pris une chambre dans un hôtel correct du centre-ville et j'ai commencé à passer des appels. Pas à des avocats, des amis ou des membres de la famille qui auraient pu essayer de me dissuader de ce que je prévoyais. J'ai appelé une entreprise spécialisée dans les relocalisations d'entreprises. En combien de temps pouvez-vous organiser un transfert vers un autre État ? Ai-je demandé à la représentante. Ça dépend de l'entreprise et du poste, a-t-elle répondu. Quel est votre délai ? 2 semaines. Elle a fait une pause. C'est ambitieux, mais pas impossible. Dans quel domaine travaillez-vous ? En 3 jours, j'avais des entretiens prévus à Minneapolis, Denver et Phoenix. En 1 semaine, j'avais une offre d'emploi à Minneapolis, avec un salaire 15% plus élevé que ce que je gagnais. L'entreprise avait besoin de quelqu'un pour commencer immédiatement et était prête à couvrir les frais de déménagement. Parfait. Je suis retourné à la maison une seule fois, un jeudi après-midi, quand je savais que ma future ex-femme serait à son rendez-vous hebdomadaire au spa. L'endroit avait déjà l'air différent. Plus d'œuvres d'art, des arrangements de meubles différents, des fleurs fraîches dans des vases coûteux. Elle était déjà en train d'effacer notre vie commune pour la remplacer par sa vision de la sophistication. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Vêtements, documents personnels, quelques livres qui comptaient pour moi. J'ai laissé derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble, tout ce qui pouvait me rappeler qui j'étais quand je pensais construire une vie avec quelqu'un qui me valorisait. Les photos de mariage sont restées sur la cheminée. Nos meubles sont restés là où ils étaient. Même mes outils dans le garage sont restés. Je ne voulais rien de cette vie, sauf ma liberté. Je n'ai laissé ni mot, ni adresse de suivi, ni explication. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, à côté de sa cafetière, là où elle la trouverait à coup sûr. Le déménagement à Minneapolis s'est fait plus vite que je ne l'aurais cru. L'entreprise de relocalisation s'est occupée de tout. Moins de 2 semaines après avoir signé ses papiers de divorce, je me tenais dans une maison de ville vide à 2400 km de là, regardant le camion de déménagement disparaître dans la rue. Ma nouvelle vie a commencé immédiatement. Pas de période de transition,
pas de regard en arrière, pas de doute. Je me suis plongé dans mon nouveau travail, j'ai appris les noms de mes collègues, j'ai trouvé une bonne salle de sport, j'ai découvert quel café faisait les meilleurs sandwichs pour le petit déjeuner. J'ai changé de numéro de téléphone le jour de mon arrivée. Nouvel état, nouveau numéro, nouvel opérateur. J'ai fermé mes anciens comptes de réseaux sociaux et en ai ouvert de nouveaux sous un nom légèrement différent. Je ne me cachais pas exactement, mais je ne me rendais pas facile à trouver non plus. Pendant ce temps, selon un ami commun qui a appelé mon ancien numéro et a reçu un message de déconnexion, mon ex-femme préparait une fête. Elle organise une fête ce week-end, m'a dit l'ami quand il a finalement retrouvé mon numéro professionnel. Elle appelle ça une fête pour son nouveau chapitre. Apparemment, elle invite tout le monde que nous connaissons. Une fête ? Elle organisait une fête pour célébrer le fait de s'être débarrassée de moi. Ça va ? A demandé l'ami. Toute cette situation est juste bizarre. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Je vais bien, lui ai-je dit. Mieux que bien, en fait. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. La fête, d'après ce que j'ai entendu plus tard, était tout ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un avec trop d'argent et trop peu de classe. Traiteur, bar ouvert, DJ professionnel. Elle aurait dit à tout le monde qu'elle était enfin libre de vivre la vie qu'elle avait toujours voulu. Selon un autre ami qui y a assisté et m'a appelé après, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone tout au long de la soirée, regardant vers la porte à chaque nouvelle arrivée, faisant des commentaires sur le fait que certaines personnes ne supportent tout simplement pas le changement, et que d'autres préfèrent bouder plutôt que d'affronter la réalité. Elle attendait que je me montre, que je fasse une scène, que je la supplie de reconsidérer sa décision, de prouver que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mais j'étais à 2 états de là, en train de monter des meubles dans ma nouvelle maison et de chercher de bons sentiers de randonnée dans la région. Les appels à mon ancien numéro ont commencé ce dimanche-là. Selon l'ami qui m'a finalement raconté cela, mon ex-femme a passé toute la journée à essayer de me joindre. Elle a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux qui ont commencé par être colériques, puis sont devenus de plus en plus confus. « Où diable es-tu » était apparemment le début du premier message. Au 10e message, elle demandait à des amis s'ils avaient de mes nouvelles. Au 20e, elle se rendait en voiture aux endroits où elle pensait que je pourrais être, ma vieille salle de sport, le café où nous allions, même mon ancien lieu de travail où elle a appris que j'avais déjà démissionné et vidé mon bureau. Il lui a fallu 3 jours pour réaliser que j'étais vraiment parti. Pas caché chez un ami. Pas à l'hôtel pour marquer un point. Parti. Le détective privé qu'elle a engagé, oui, elle a vraiment engagé un détective privé après 2 semaines sans pouvoir me localiser, lui a dit plus tard que j'avais bien brouillé les pistes. Nouveau travail, nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone, tout était nouveau. Une disparition de niveau professionnel. Mais c'était bien plus tard. Durant ces premiers mois, je me suis concentré sur la construction de quelque chose de entièrement nouveau. J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai passé les week-ends à explorer les sentiers autour des Twin Cities. J'ai pris un cours de cuisine et j'ai appris à préparer des choses qui ne venaient pas d'une boîte ou d'un restaurant. J'ai recommencé à lire des livres, quelque chose que j'avais inexplicablement arrêté de faire pendant les dernières années de mon mariage. J'ai acheté des meubles que j'aimais vraiment, pas des meubles qui avaient l'air chers ou sophistiqués. Des chaises confortables, un bon matelas, une table de cuisine où je pouvais m'asseoir et prendre mon petit déjeuner en regardant les arbres de mon petit jardin. Plus important encore, j'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai arrêté de me demander ce qu'elle faisait, pensait ou prévoyait. J'ai arrêté de me soucier de savoir si elle me manquait ou si elle regrettait sa décision. J'ai appris plus tard qu'elle s'attendait à ce que je revienne en rampant dans le mois. Elle a dit à plusieurs personnes que je faisais juste mon cinéma et que je réaliserais que je ne pouvais pas m'en sortir sans elle une fois que la réalité de la vie en solo s'installerait. Elle a gardé la maison exactement comme elle était pendant les 6 premiers mois après mon départ, apparemment convaincue que je reviendrais m'excuser pour la crise de colère qu'elle pensait que je faisais. Mais je ne faisais pas de crise de colère. Je ne faisais pas de déclaration, ni n'essayais de lui donner une leçon. J'en avais juste fini. Fini d'être le plan de secours de quelqu'un. Fini d'être le choix pratique pour lequel quelqu'un s'était contenté. Fini de faire partie d'une vie que quelqu'un d'autre considérait comme médiocre. À mon premier hiver à Minneapolis, j'avais établi des routines qui n'avaient rien à voir avec mon ancienne vie. Je m'étais fait de nouveaux amis qui me connaissaient tel que j'étais maintenant, pas comme la moitié d'un couple qui s'était effondré.
J'avais réappris à apprécier les samedis matins tranquilles, mais cette fois, ils étaient miens par choix, pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux. Je construisais le genre de vie qui m'appartenait entièrement. Et pour la première fois depuis que je pouvais m'en souvenir, cela me semblait suffisant. 3 ans après le début de ma nouvelle vie à Minneapolis, j'ai reçu un appel inattendu de notre ancien voisin. Nous avions été amicaux, mais pas proches, alors entendre parler de lui était surprenant. « J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle », a-t-il dit après que nous ayons échangé des banalités. « J'ai eu ton numéro via l'annuaire de ton ancienne entreprise. Je voulais te demander quelque chose, mais je n'étais pas sûr que ce soit approprié. » Qu'y a-t-il ? Ai-je demandé, vraiment curieux. C'est à propos de ton ex-femme, a-t-il dit prudemment. Je ne sais pas si vous gardez le contact ou si tu veux même savoir, mais les choses sont devenues assez difficiles pour elle ces derniers temps. Je ne savais pas trop comment réagir. Une partie de moi était curieuse, mais une plus grande partie avait travaillé dur pour ne plus se soucier de sa vie. Difficile comment ? Me suis-je surpris à demander malgré moi. Eh bien, elle a perdu la maison le mois dernier, une saisie immobilière. Et je crois qu'elle est retournée vivre temporairement chez ses parents. Cela m'a pris au dépourvu. La maison était entièrement payée quand nous avons divorcé. Comment peut-on perdre une maison qui n'a pas d'hypothèque ? Elle a contracté un prêt dessus il y a environ 18 mois, a-t-il poursuivi, lisant apparemment ma confusion dans mon silence. Un gros prêt. Puis elle n'a pas pu rembourser les mensualités. Au cours des 20 minutes suivantes, il m'a mis au courant de ce qui s'était passé dans la vie que j'avais laissée derrière moi. Le tableau qu'il a brossé était à la fois choquant et, si je suis honnête, prévisible. Les dépenses avaient continué après mon départ, mais elles avaient considérablement augmenté. Les vêtements de créateur sont devenus tout de créateur. La BMW avait été échangée contre une Mercedes, puis contre une Porsche. Elle avait fait des voyages en Europe, acheté des bijoux qui coûtaient plus cher que les voitures de la plupart des gens, rénové la maison 2 fois en 2 ans. Elle organisait des fêtes toutes les quelques semaines, m'a dit le voisin. De grandes réceptions coûteuses, avec traiteur, décoration, tout le tralala. Je pense qu'elle essayait de s'établir dans un certain cercle social, mais ça lui coûtait une fortune. Et le prêt sur la maison, c'est arrivé quand l'argent de l'héritage a commencé à diminuer. Je crois qu'elle pensait que c'était juste une mesure temporaire, un moyen de maintenir son style de vie pendant qu'elle trouvait sa prochaine étape. Mais les remboursements étaient brutaux et elle n'avait pas de revenus stables. Pas de revenus stables parce que pourquoi quelqu'un avec de l'argent illimité aurait-il besoin de travailler ? Elle a essayé de trouver un emploi il y a environ 6 mois, a-t-il poursuivi. Mais elle était hors du marché du travail depuis si longtemps et ses attentes étaient irréalistes. Elle voulait des postes de direction sans expérience récente. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé de lancer une sorte d'entreprise de conseil, mais ça n'a jamais décollé. Le calcul était brutal, mais simple. L'argent d'un héritage, aussi substantiel soit-il, a des limites, surtout quand on dépense comme s'il était illimité et qu'on n'a aucun revenu pour le reconstituer. La vente de la maison n'a même pas couvert ce qu'elle devait, a dit le voisin. Le prêt, plus toutes les cartes de crédit qu'elle avait maximisées pour rénover et redécorer. Elle est repartie sans rien. Rien. La femme qui avait qualifié notre confortable vie de classe moyenne de médiocre recommençait à zéro avec moins que ce que nous avions quand nous nous sommes mariés. Je ne devrais probablement pas te dire ça, a admis le voisin. Mais elle a demandé à des gens où tu étais, si quelqu'un avait tes coordonnées. Je pense que la réalité de sa situation la frappe assez durement. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine à Minneapolis, à digérer ces informations. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié, ni revanche. Simplement rien. J'avais construit une belle vie ici. J'avais été promu 2 fois à mon nouveau travail et je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. J'avais acheté un petit chalet à environ 1 heure au nord de la ville où je passais les week-ends à faire de la randonnée, à lire et à profiter du genre de calme qui était autrefois considéré comme médiocre. Plus important encore, j'avais recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'avais rencontré quelques femmes qui semblaient apprécier la vie que j'avais construite plutôt que de la voir comme quelque chose à améliorer ou à fuir. L'appel du voisin m'a rappelé quelque chose que j'avais presque oublié, combien d'énergie je dépensais à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui, fondamentalement, ne pensait pas que je l'étais. 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était d'un autre vieil ami, quelqu'un que je connaissais depuis l'université.
Mec, ça va te paraître fou, mais je crois que ton ex-femme a essayé de me contacter sur Facebook. Il a dit qu'elle m'avait envoyé un message demandant si je savais comment te joindre. Elle a dit que c'était important. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je n'ai pas répondu. Mais le message était intense. Elle a dit qu'elle avait besoin de te parler de quelque chose d'urgent, qu'elle avait fait des erreurs et voulait arranger les choses. Très dramatique. Important, urgent, des erreurs. Elle voulait arranger les choses. Elle a aussi mentionné qu'elle avait essayé d'appeler ton ancien numéro et qu'il était déconnecté, a-t-il poursuivi. Je crois qu'elle essaie de te joindre depuis un moment. Cette nuit-là, je me suis surpris à penser à la femme que j'avais épousée par rapport à la femme qui m'avait remis des papiers de divorce parce que je n'étais pas assez sophistiqué pour son nouveau style de vie. Je me suis demandé quelle version était la vraie, ou si les deux l'étaient. Mais se poser la question ne changeait rien. J'avais fait mon choix en signant ces papiers et en disparaissant. J'avais choisi de tout recommencer plutôt que de me battre pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. 6 mois plus tard, les appels et les messages Facebook se sont apparemment intensifiés. Les amis ont commencé à me contacter plus fréquemment, tous avec des variations de la même histoire. Mon ex-femme me cherchait activement, demandant des informations à des connaissances communes, contactant même des gens qu'elle connaissait à peine si elle pensait qu'ils pourraient avoir un lien avec moi. Elle semble désespérée, m'a dit un ami. Pas seulement financièrement, bien que je pense que ça en fasse partie. Plutôt émotionnellement désespérée. Comme si elle réalisait enfin ce qu'elle a abandonné. Ce qu'elle a abandonné. Intéressante façon de le formuler. D'après ce que j'ai recueilli de ses rapports indirects, elle avait passé la meilleure partie de 2 ans à essayer de maintenir le style de vie qu'elle pensait mériter, brûlant l'argent et les relations à un rythme alarmant. Les amis du country club avaient disparu quand l'argent s'était tari. Le cercle social sophistiqué était passé à quelqu'un d'autre avec des poches plus profondes. Elle était seule, fauchée, et commençait apparemment à comprendre que la sécurité financière et les liens humains ne sont pas la même chose. Mais c'était sa leçon à apprendre, pas la mienne à enseigner. J'avais déjà appris la mienne, que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de quelqu'un qui ne valorise pas ce que vous apportez à sa vie. Et je l'avais si bien apprise que même entendre parler de son désespoir ne me donnait pas envie de la sauver des conséquences de ses propres choix. Certaines personnes passent des années à se chercher. Je m'étais trouvé en perdant quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voulu me trouver en premier lieu. 5 ans après avoir signé ses papiers de divorce, je menais le genre de vie que je n'aurais jamais cru possible. Ma maison de ville était remboursée en avance. J'avais été promu à un poste de direction et j'étais dans une relation solide avec quelqu'un qui appréciait les samedis matins tranquilles autant que moi. Puis mon téléphone professionnel a sonné un mardi après-midi. « C'est bien vous ?» a demandé une voix inconnue. Je veux dire, êtes-vous celui qui vivait en Ohio? La voix appartenait à un détective privé nommé Rodriguez. Professionnel, direct, sans bavardage. Ça dépend de qui demande, ai-je répondu. Votre ex-femme m'a engagé pour vous retrouver. Elle essaie de vous localiser depuis environ 2 ans. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec vous. 2 ans. Elle me cherchait activement depuis 2 ans. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle a trouvé 300 appels manqués sur votre ancien numéro de téléphone, a poursuivi Rodriguez. La compagnie de téléphone a conservé les enregistrements même après la déconnexion de la ligne. Donc, elle appelait ce numéro régulièrement depuis 5 ans. 300 appels. En 5 ans. C'était plus d'un appel par semaine à un numéro mort depuis le jour de mon départ. Elle veut vous rencontrer, a-t-il dit. Elle dit qu'elle se déplacera où que vous soyez. L'argent n'est pas un problème pour le voyage, bien que, d'après ce que je peux voir, l'argent soit définitivement un problème pour tout le reste. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Elle est fauchée, a-t-il dit sans détour. Elle vit chez ses parents, travaille dans la vente au détail dans un grand magasin. C'est sa cousine qui a payé mes honoraires parce qu'elle ne peut pas se les permettre elle-même. C'est quelqu'un qui est passé de la richesse à la faillite totale en un temps record. Et maintenant, elle veut parler. Maintenant, elle veut parler, a-t-il confirmé. Elle m'a fait un long discours sur les erreurs, les regrets et sur le fait qu'elle a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Des trucs classiques, mais elle semblait sincère. J'ai dit à Rodriguez que j'y réfléchirais et que je le rappellerais. Mais je n'avais pas besoin d'y réfléchir. J'en avais fini avec ce chapitre de ma vie depuis 5 ans.
Quoi qu'elle ait à dire, quelle que soit la conclusion qu'elle cherchait, il n'était pas de ma responsabilité de la lui fournir. Je l'ai rappelé ce soir-là et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par une rencontre. Elle s'attendait un peu à cette réponse, a-t-il dit. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle comprend si vous ne voulez pas la voir, mais qu'elle sera quand même à Minneapolis ce week-end. Elle dit qu'elle attendra dans ce café sur Grant Avenue où vous aviez apparemment l'habitude d'aller. Elle semble en savoir beaucoup sur vos habitudes actuelles. Beaucoup sur mes habitudes actuelles. C'était troublant. À quel point en sait-elle sur ma vie ici? Ai-je demandé. Assez pour être préoccupant, a admis Rodriguez. Elle sait où vous travaillez, où vous vivez, à quelle salle de sport vous allez. Elle a fait des recherches sur vous pendant des mois avant de m'engager. Je n'ai fait qu'officialiser les choses. Génial. Mon ex-femme m'espionnait à 2400 km de distance. Écoutez, a poursuivi Rodriguez, je fais ce métier depuis 15 ans. Je peux généralement dire quand quelqu'un est sincèrement plein de remords par rapport à quelqu'un qui est simplement désespéré. Cette femme est les deux, mais le remords semble réel. Elle ne demande pas d'argent ni n'essaie de se remettre avec vous. Elle veut juste s'excuser et s'expliquer. Et si je ne me présente pas? Alors elle rentre chez elle et vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. C'est ce qu'elle a promis, en tout cas. Vendredi après-midi, je me suis surpris à passer devant ce café sur Grant Avenue. Non pas parce que je prévoyais de la rencontrer, mais par curiosité. Après 5 ans de silence complet, je voulais voir à quoi ressemblait le désespoir sur quelqu'un qui avait tout eu. Elle était là, assise à une table d'angle, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée qui m'avait jeté pour ne pas être assez bien pour son nouveau style de vie. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée. Ses vêtements étaient propres mais visiblement peu coûteux. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval au lieu de la coiffure élaborée qu'elle affectionnait pendant sa phase riche. Elle vérifiait constamment son téléphone, regardant vers la porte toutes les quelques secondes. Je l'ai observée pendant environ 10 minutes de l'autre côté de la rue. Une partie de moi avait pitié d'elle. La plus grande partie se souvenait de ce que ça faisait d'être qualifié de médiocre par quelqu'un qui avait promis de vous aimer pour toujours. Je ne suis pas entré dans le café. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, où ma petite amie préparait le dîner et voulait savoir comment s'était passée ma journée. Mais la voir là, attendant désespérément une conversation que je n'avais aucune intention d'avoir, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont les 5 dernières années l'avaient traitée. Et cela m'en a dit encore plus sur la façon dont elle m'avait bien traité, moi. Le samedi matin est arrivé avec un coup inattendu à ma porte d'entrée. Je préparais du café, profitant du début paisible de mon week-end, quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, je l'ai vue. De près, elle avait l'air encore plus mal que de l'autre côté de la rue, au café. La confiance et l'arrogance qui l'avaient définie lors de notre divorce avaient complètement disparu, remplacées par quelque chose qui ressemblait à un véritable désespoir. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu ne voulais pas me voir, mais je devais essayer une dernière fois. Comment as-tu eu mon adresse ?» Le détective. « Je suis désolé de débarquer comme ça, mais j'essaie de te joindre depuis 5 ans. 5 ans à penser à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit, à quel point j'ai tout gâché. » Elle a regardé par-dessus mon épaule dans ma maison, absorbant ce qu'elle pouvait voir de la vie que j'avais construite sans elle. « Tu as l'air bien », a-t-elle continué. « Heureux. J'en suis contente. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu qu'elle dise ce qu'elle avait parcouru 2400 km pour dire. « Je sais que tu ne me dois rien », a-t-elle dit, sa voix commençant à se briser. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement, incroyablement désolé pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour avoir jeté la meilleure chose de ma vie parce que j'étais trop stupide pour voir ce que j'avais. » D'accord, ai-je simplement dit. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Je pense qu'elle s'attendait à de la colère, de l'émotion ou une réaction dramatique. « J'ai tout perdu », a-t-elle poursuivi. L'argent, la maison, tous ces amis qui ne se souciaient que de ce que je pouvais dépenser pour eux. Je travaille dans la vente maintenant, je vis chez mes parents, et je passe chaque jour à penser à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas été si égoïste et aveugle. Je suis désolé que ça te soit arrivé, ai-je dit, et je le pensais. Mais je ne suis pas sûr de ce que tu veux que je dise. Je veux que tu saches que je t'aime, a-t-elle dit,
les mots se précipitant comme si elle les avait retenus pendant des années. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste laissé emporter par l'argent, le style de vie et l'idée que je méritais quelque chose de mieux, alors que ce que j'avais était déjà parfait. C'était le moment vers lequel elle tendait, le grand geste, la confession sincère, l'appel au pardon et à la réconciliation. J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit, mais ça ne change rien. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais pourrions-nous essayer à nouveau? Pourrions-nous recommencer? Je suis différente maintenant. Je comprends ce qui compte vraiment. Tu es différente parce que tu dois l'être, ai-je répondu. Parce que l'argent s'est épuisé et que le style de vie n'était pas durable. Ce n'est pas la même chose que de changer réellement. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. J'ai appris de mes erreurs. J'ai grandi en tant que personne. Peut-être, ai-je dit. Mais j'ai grandi aussi. Et la personne que je suis maintenant n'a pas de place pour quelqu'un qui m'a traité comme tu l'as fait. Elle s'est mise à pleurer alors, non pas les larmes dramatiques de quelqu'un qui essaie de manipuler une situation, mais les sanglots silencieux et brisés de quelqu'un qui n'avait finalement plus d'option. Je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle murmuré. Je sais que j'ai dit des choses terribles et que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez, mais tu étais assez. Tu étais tout, et j'ai tout jeté pour rien. Tu l'as jeté parce qu'à l'époque, tu croyais sincèrement que je n'étais pas assez, l'ai-je corrigé. Tu n'as pas fait une erreur sur le coup de l'émotion. Tu as pris une décision calculée basée sur ce que tu pensais que ta vie devrait être. Elle a levé les yeux vers moi, le maquillage coulant sur ses joues. Donc, il n'y a rien que je puisse dire, rien que je puisse faire. Il n'y a rien à faire, ai-je dit doucement. Ce qui s'est passé entre nous est terminé. Je ne suis plus en colère contre toi, mais je ne suis pas non plus disponible pour une seconde chance. Est-ce que tu vois quelqu'un? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Quelqu'un qui apprécie le genre de vie que nous construisons ensemble, au lieu de la voir comme quelque chose à améliorer. À ce moment-là, j'ai entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Ma petite amie rentrait de sa course matinale. J'ai besoin que tu partes maintenant, ai-je dit fermement. Et j'ai besoin que tu ne reviennes pas. Ce que nous avions est terminé, et c'est terminé depuis 5 ans. Tu dois l'accepter et trouver un moyen d'avancer dans ta vie. Elle a hoché la tête à travers ses larmes, comprenant que c'était vraiment la fin. J'espère que tu pourras me pardonner un jour, a-t-elle dit en commençant à marcher vers sa voiture de location. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Alors qu'elle s'éloignait, ma petite amie est arrivée en courant dans l'allée. Qui était-ce? A-t-elle demandé, essoufflée par sa course. Personne d'important, ai-je dit. Et en le disant, j'ai réalisé que c'était complètement vrai. La femme qui avait autrefois été le centre de mon monde était devenue exactement ce qu'elle m'avait toujours considéré comme étant, sans importance pour la vie qui comptait vraiment. La différence, c'est que j'avais bâti une vie qui comptait vraiment. Et elle cherchait toujours quelqu'un d'autre pour lui en construire une. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.